appartenance à l'Afrique, c'est parce que on l'a vu même avec Madame Leila Zerougui quand elle est arrivée. Dans le langage de certains acteurs politiques, ils ont semblé être un peu plus rassurés, montrant qu'on a maintenant à la tête de la MONUSCO une africaine qui est, je vais dire, susceptible de mieux comprendre les réalités africaines que les Occidentaux qui ont été à la tête de la MONUSCO. C'est pourquoi j'ai fait les liens entre vous et Scott Campbell, parce qu'il y a eu en tout cas moins de tension lors de, quand vous avez pris la tête du BCNUDH. Écoutez, entre Scott et moi, parce que j'étais l'agent de Scott entre 2013 et 2015. Donc j'étais parti au Mozambique, je suis revenu en fin 2017 pour reprendre les rênes du bureau. Il y a eu José Maria qui a quand même aussi fait un excellent travail ici à la tête du bureau avant d'être appelé à Genève. Je ne pense pas, je crois que je bénéficie de la même bienveillance que Scott et que José Maria. Scott avait l'avantage d'être un Congolais, parce qu'il a fait beaucoup de services ici au Congo, beaucoup d'années de services au Congo, et est très impliqué. Il commence même à parler un peu lingala. Voilà, dans des activités, il a des activités philanthropiques ici, dans le pays. Il aide beaucoup de familles, beaucoup d'orphelins, des enfants de la rue et autres, et il le fait à titre, en fonction de son attachement à ce pays. Je crois que, effectivement, c'est comme j'ai dit, ça dépend juste des circonstances. Ce sont les circonstances quelquefois qui dictent les conduites. Et je pense que certaines autorités par le passé ont eu une certaine conduite. Certains rapports ont pu les agacer, mais en réalité, nous avons écrit pire que ça depuis, et ça n'a pas produit les mêmes effets. Disons globalement que tout dépend des circonstances, tout dépend également des interlocuteurs. Je ne pense pas effectivement que le fait d'être africain puisse être un élément déterminant. Bon, évidemment, peut-être oui, que ça peut ouvrir beaucoup plus de possibilités, mais je pense qu'on ne devrait pas travailler sur la base de ces considérations-là. Un autre rapport récemment publié par vous, c'est celui concernant la situation dans le Kasaï central, précisément sur des cas de violation des droits de l'homme qu'on a enregistrés pendant cette affaire qu'on a appelée affaire Kamwina Sapou. Vous avez publié un rapport sur la solution à apporter. Les gens ont semblé oublier un peu cette situation des Kamwina Sapou, surtout après les élections. Mais est-ce que vous voulez nous dire aujourd'hui que les plaies sont encore là, les cicatrices sont encore là dans le Kasaï en ce qui concerne cette affaire des Kamwina Sapou? Nous avons effectivement, au cours mardi dernier, il y a 3 jours, j'ai remis entre les mains du gouverneur de province. Je l'ai fait conjointement avec le ministre de la Justice et des Droits humains de la province de Kasaï. Et remis entre les mains du gouverneur, son Excellence Martin Kabouya. J'ai remis entre ses mains le rapport des consultations populaires. Donc les populations du Kasaï central, ont été consultées sur les besoins de justice, de réparation et de réconciliation, et également la prévention des conflits futurs. C'est un travail extrêmement important. Je dois dire que ce travail a été fait dans le cadre du projet Paix, Justice, Réconciliation et Reconstruction, qui est un projet financé par le Fonds de consolidation des Nations Unies, qui est mis en œuvre par le PNUD et par nous-mêmes, et également par le Bureau conjoint des Nations Unies entre l'homme, mais également par une ONG, Search for Common Ground, qui fait dans le dialogue communautaire, la réconciliation entre les communautés divisées. C'est un projet extrêmement important qui met en œuvre une recommandation du rapport des experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme, qui a rendu son rapport en fin 2017. Et ce rapport, fin 2017, début 2018, et ce rapport contient des recommandations claires. Et parmi ces recommandations-là, lutte contre l'impunité, des poursuites, mais également essayer d'imaginer à mettre en place des mécanismes de justice et de réconciliation en vue de créer les conditions d'une réconciliation, cohésion sociale, mais également d'une intégration des anciens miliciens dans la communauté, mais après un processus où ces derniers auraient réellement, devant les communautés, dit ou peut-être demandé pardon, repentance. Donc il fallait qu'on interroger, les consulter pour capturer quelle est leur perception, comment est-ce qu'ils voient les solutions de sortie de crise. Et il ressort de cette analyse, de ces consultations, qui demandent en majorité
des poursuites pénales. Ils sont d'accord pour des schémas de réconciliation. Ils sont d'accord également pour... ils souhaitent un exercice de vérité basé sur les coutumes du Kasaï. Il y a, si vous lisez le rapport, ils ont fait convoquer des adages de la culture Lupa qui dit effectivement que quelque chose qui a été commis en public doit être confessé et pardonné en public. Donc, pour dire, c'est un schéma de repentance qui ouvre la voie au pardon par les communautés et la réintégration de ces éléments-là qui auraient fait du tort à leur propre communauté, de pouvoir également retourner vivre. Il y a également des demandes de réparation collective et individuelle. Et étrangement, un élément qui a retenu beaucoup notre attention en termes de réparation collective, il demande effectivement, oui, des mémorials, mais des projets d'adduction d'eau. Ça veut dire des éléments qui ont réellement trait à l'amélioration du vécu des Kasaïens, c'est-à-dire accès à l'eau potable, des formules d'adduction d'eau, pour dire qu'ils ont un problème et qu'ils voudraient effectivement que dans cette formule et cet exercice de reconstruction, de relèvement et d'aide à la réconciliation et à la reconstitution du tissu social, qu'il y ait également des projets économiques qui permettent aux populations de pouvoir vivre un peu mieux. Donc c'est un peu ça que nous avons soutenu, le rapport qui a été remis entre les mains des autorités, qui se sont engagées à mettre en place une commission provinciale justice, vérité et réconciliation. Et parallèlement, nous continuons à soutenir la justice dans le cadre de la lutte contre l'impunité pour les 17 cas prioritaires qui ont été identifiés et qui concernent tous les massacres qui ont eu lieu dans l'espace Kasaï et pour lesquels la justice militaire a ouvert des procédures. Mais est-ce que vous pensez que ça va être facile, par exemple, des poursuites contre les auteurs de ces atrocités dans cette affaire Kamwina Nsapu, quand on sait que le président de la République, l'actuel président de la République, il a dit qu'il ne voudrait pas du tout fouiner dans le passé. Il ne voudrait pas remuer la plaie. Mais est-ce que ça va être facile? Il y a certaines personnes qui sont aujourd'hui au Parlement, certaines personnes qui ont été citées. Il y en a même qui ont quitté le pays à cause de cette affaire Kamwina Nsapu, mais qui sont revenus parce que proches de l'actuel régime. Est-ce que ça va être facile? Écoutez, le président Tshisekedi a pris des engagements publics et il s'est prononcé pour la promotion de la justice, le respect des droits de l'homme, la lutte contre l'impunité et le soutien aux initiatives de réconciliation. Et je pense qu'il est en train de travailler en ce sens-là. Effectivement, j'ai suivi comme vous cette déclaration où il disait qu'il ne va pas fuir dans le passé. Mais c'est nous, dans notre analyse et notre approche, et il a eu des discussions avec la haute commissaire au cours de sa visite ici, il a réitéré son engagement pour la lutte contre l'impunité. Nous sommes conscients effectivement que tout le monde ne peut pas être poursuivi. C'est clair, tout le monde ne peut pas être poursuivi. Les auteurs des crimes graves doivent être poursuivis. Ça, c'est une règle. Vous pouvez même leur donner des amnisties, mais les amnisties n'ont qu'une portée limitée, ne sont pas opposables, parce que ce sont des crimes qui sont imprescriptibles. Vous ne pouvez pas amnistier des crimes très graves. Par exemple, s'il s'agit de crimes internationaux, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, ces crimes-là ne peuvent pas être amnistiés. Donc, ces auteurs, tôt ou tard, répondront à la justice. Mais vous avez des jeunes gens qui ont été impliqués dans ces tueries. Et la responsabilité incombe aux adultes qui les ont entraînés dans cette spirale de violence. On ne peut pas juger toute cette masse énorme. On mettrait des siècles à les juger. C'est impossible. Il faut juger les cas les plus emblématiques, les cas les plus graves, et pour le reste, trouver d'autres formules. Et c'est pour ça que nous parlons de plus en plus de mécanismes de justice de réconciliation, des poursuites pénales pour les crimes graves, mais également imaginer des solutions où des personnes qui ont été impliquées contre leur gré ou du fait de leur état de minorité dans des situations de conflit, que cela puisse se repentir devant la communauté pour les actes qu'ils ont posés, s'engager à ne plus le faire et que la communauté les reprenne en charge selon des modalités qui sont convenues
en créant les conditions, dans ce qu'on appelle les garanties de non-répétition. Parce que c'est de ça qu'il s'agit en réalité. Et il est important de le faire pour prévenir les conflits futurs. Justement, en restant sur cette déclaration du président de la République, il y a aujourd'hui des acteurs politiques qui hier étaient dans l'opposition, qui montent au créneau aujourd'hui pour exiger que ceux qui ont été auteurs des violations des droits de l'homme, des violations de la restriction des libertés politiques puissent être poursuivis aujourd'hui, notamment les responsables d'hier à la tête des services des renseignements. Est-ce que vous pensez qu'on devrait lancer des poursuites contre ces responsables d'hier ou pour préserver la paix, puisque les opposants d'hier et ceux qui sont dans le pouvoir aujourd'hui sont en coalition pour préserver la paix, disent-ils également. Est-ce qu'on devrait continuer comme ça, oublier ce qui s'est passé? L'oubli ne se décrète pas. On ne peut pas décréter un oubli. Ceux qui ont été, en matière pénale, la responsabilité est individuelle. Le tort qui est causé à des individus, mais causé aussi à la communauté. Okay? L'opportunité de poursuivre, effectivement, appartient au parquet qui décide de poursuivre ou pas. Mais ça ne veut pas dire, effectivement, que de façon très claire, les victimes peuvent décider de passer par pertes et profits tout ce qui s'est passé. Tout individu qui commet un crime très grave doit y répondre devant le tribunal, si réellement sa culpabilité est établie. Donc cela jouissent de la présomption d'innocence jusqu'à preuve du contraire. Il appartient au tribunal de définir les charges et de définir le niveau de responsabilité. C'est comme ça que ça doit se passer. Je ne pense pas aujourd'hui qu'on puisse décréter que ceux-là ne pourront pas être poursuivis s'il est avéré qu'ils ont des responsabilités bien établies par la suite d'un processus transparent et judiciaire, qu'ils ont été impliqués directement ou indirectement dans la commission de violation des droits de l'homme qui sont constitutifs de crimes très très graves. Je ne pense pas aujourd'hui qu'il est possible d'exclure la possibilité de les poursuivre. Il y va de la crédibilité des institutions, il y va de la stabilité sociale, il y va aussi du respect qu'on peut attendre des individus de la norme, parce que la loi, elle est là pour être respectée, et pour permettre à tous les individus de pouvoir se reconnaître dans la loi et de pouvoir la respecter, il faudrait que la sanction soit la même pour tous ceux qui ont réellement n'ont pas respecté la loi. Donc c'est un principe qui, je pense, qui fonde l'état de droit, et c'est un principe qui fonde également la démocratie. C'est le gage de la stabilité, et c'est le gage aussi d'avoir une société où les individus se reconnaissent aux institutions. Parce que le propre des institutions, c'est de créer les conditions pour la sécurité des individus, mais également leur bien-être. C'est la fonction première d'un État et de ses institutions. Aujourd'hui, les institutions de la RDC ne sont pas tenues par un seul camp politique. Les institutions sont gérées vraiment par des camps divers qui ont décidé de se mettre ensemble. Si on devrait réveiller les démons du passé, est-ce que les pays ne risquaient pas d'être déstabilisés? Là, vous posez une question d'opportunité. Et je vous renvoie à un aspect de ma réponse où je disais que l'opportunité, voilà, effectivement, c'est dire si le moment est opportun ou pas. Parce que si en ouvrant la boîte à Pandore, on ne va pas créer les conditions d'une déstabilisation des institutions. Ça, c'est une question d'opportunité. Ce n'est pas nous, nous sommes les Nations Unies, nous ne sommes pas là pour dicter une conduite aux institutions. Nous rappelons les principes et nous accompagnons les institutions à travailler, à être en conformité avec les normes, avec les principes et les normes en général. Ça, c'est la question d'opportunité. Donc, les autorités de poursuite peuvent juger que le moment n'est pas opportun, basé sur un certain nombre d'analyses de situation et d'informations confidentielles auxquelles ces autorités-là ont accès et que vous et moi ou le commun des Congolais n'ont pas accès. Donc ça peut arriver. Mais je vous rappelle, ce que j'ai dit, c'est le principe et les normes. Les normes, ce que les normes disent et les principes auxquels il faut se conformer. Et les principes, c'est de dire effectivement que les crimes graves ne peuvent pas rester impunis, il faut des poursuites,
Et maintenant, quand est-ce qu'il faut le faire? Ça, c'est une question d'opportunité. Voilà, parlant de la dernière visite ici en RDC de la haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Madame Michelle Bachelet, elle a, si je peux résumer un peu son discours, si je me trompe, vous allez me corriger, elle a semblé montrer qu'il y a une certaine lueur d'espoir maintenant, après cette alternance qu'on a vécue à la tête du pays, après l'installation des nouvelles institutions, une lueur d'espoir en ce qui concerne la situation des droits de l'homme en République démocratique du Congo. Comment ou que devons-nous finalement retenir de son passage ici qui est assez significatif? Je pense que la haute commissaire Michelle Bachelet a eu une visite assez réussie, je devrais dire. Et ça, ces réussites, nous le devons un peu l'accueil qui lui a été réservé, l'attention qui a été prêtée au conseil qu'elle avait à donner, également aux préoccupations qu'elle avait à soulever. Je pense que de l'Ituri à Kinshasa, elle a trouvé une oreille attentive, elle a trouvé des interlocuteurs qui étaient peut-être très attentifs à ce qu'elle pouvait dire, elle qui a été ancienne chef d'État et qui parlait à partir de son expérience de chef d'État, 2 fois pour la Chili, mais également pour quelqu'un qui a vécu dans sa chair la privation de liberté, également qui se reconnaît dans des situations sur lesquelles elle intervient. Elle a un mandat sur ça. Je pense que la visite a été très, très positive, où elle a permis d'avoir des discussions franches et ouvertes avec les autorités, mais également de pointer du doigt là où il y a des difficultés. Donc, elle termine sa visite sur une note d'espoir en disant ceci, que le Congo disons, il y a une formidable fenêtre d'opportunité qui est ouverte pour les autorités congolaises. Il faut savoir la saisir. Il est clair que cette fenêtre ne restera pas indéfiniment ouverte. Il faut la saisir pour répondre très rapidement aux besoins et la demande de justice et de réalisation des droits économiques et sociaux et culturels des Congolais, c'est-à-dire le besoin de sécurité, le besoin de protection, mais également le besoin d'avoir un niveau de vie adéquat pour beaucoup de Congolais de pouvoir vivre dans les conditions qui sont loin de la pauvreté et que nous appelons de façon très claire d'avoir un niveau de vie adéquat. Donc c'est un peu le message qu'elle laisse, c'est un message très, très positif. Elle encourage les autorités en leur disant vous êtes sur la bonne voie, mais essayez de travailler ensemble pour répondre aux attentes des Congolais. Il y a des difficultés, le chemin est long, vous avez des obstacles, des contraintes, mais il faut savoir les dépasser et aller vers l'essentiel. Et je pense que c'est un message très très important auquel tous ces interlocuteurs ont été très très attentifs et je suis sûr que ça produira des effets. Elle a rencontré le président de la République, vous l'avez évoqué, elle-même, elle a eu à diriger une nation. Elle connaît donc les contraintes qu'un chef d'État peut avoir, certaines décisions qu'un président peut être appelé à prendre, que l'opinion peut comprendre d'une certaine manière. Je parle surtout dans le domaine de la défense et de la sécurité. On a vu le président Tshisekedi, quand il est arrivé au pouvoir, tout au début, il y a des choses qu'on n'avait jamais vécues dans le pays, qu'on a vues, notamment sur le respect des droits et libertés politiques, manifestations, les opposants qui parlent, même à la chaîne nationale, on a vu ses adversaires politiques ou ses opposants, leurs activités être diffusées à la chaîne nationale. Mais après quelques mois, ça semble changer. Ça semble changer. On commence même à l'accuser d'utiliser les méthodes de son prédécesseur, des interpellations à l'Agence nationale des renseignements, ainsi de suite. Est-ce que cette sorte de recul a été évoquée également par Mme Michelle Bachelet avec le président de la République? Bon, disons qu'on ne l'a pas appelé recul en réalité, parce que pour le moment, nous ne pouvons pas encore parler de recul. Je pense que, comme je l'ai dit, on ne peut pas dire qu'il y a eu des améliorations, libération des prisonniers politiques, retour d'exil des opposants politiques, ouverture de l'espace démocratique, en même temps dire qu'il y a un recul. Il y a des avancées. Donc, l'invite qui a été faite à l'endroit des interlocuteurs, c'est de leur dire il faut consolider les avancées. Il faut les consolider. Les consolider, ça veut dire qu'il faut poursuivre sur la bonne voie.
il faut renoncer à la tentation de la restriction et de la limitation de l'exercice des droits. Il faut continuer à aller un peu plus en avant sur un certain nombre de domaines. Par exemple, pour davantage renforcer l'ouverture à l'espace démocratique, il faut, par exemple, pousser pour que la fameuse loi sur les manifestations, qui aurait dû être promulguée et qui ne l'a jamais été, qui a été renvoyée à l'Assemblée pour corriger des incohérences, que cette loi-là soit finalement adoptée et promulguée. Ça va davantage consolider l'ouverture de l'espace démocratique. C'est de la même façon, le projet de loi sur la protection des défenseurs des droits de l'homme, qui est une loi clé, importante, parce qu'elle apporte des éléments de protection pour tous ceux qui militent aujourd'hui dans les associations de défense des droits de l'homme, y compris vous les journalistes. Donc je pense que c'est extrêmement important. Il s'agit également de la loi sur l'accès à l'information, qui permet aux citoyens d'avoir un niveau d'information qui est un droit fondamental, de pouvoir accéder à l'information, parce que ça permet d'avoir des citoyens mieux informés et qui puissent davantage participer à l'exercice de la gestion des affaires publiques, qui est un peu plus respectueux, qui va être un peu plus contribué à ce kin bopeto, prêtez-moi l'expression, qui va davantage contribuer à lutter contre l'insalubrité, respecter les biens publics, être un peu plus respectueux des lois et des règlements, un peu plus respectueux des institutions. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a des reculs, mais c'est une façon de les encourager à le dire. Ça, ce sont des éléments positifs. Il faut aller de l'avant. Nous avons de moins en moins de gens qui sont amenés à l'ANR. C'est une avancée. C'est une avancée. Nous avons des rencontres mensuelles avec l'ANR pour faire des suivis. Nous ne sommes plus dans les proportions que nous avons eues entre 2015, 2016, 2017 jusqu'à 2018. Les derniers pour lesquels nous sommes allés faire des suivis, ce sont les éliminés. Est-ce que les petits cachots-là de l'ANR ont été fermés? C'était une des promesses de l'actuel président. Il y a de moins en moins de gens qui sont amenés à l'ANR. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas, mais il y en a pratiquement très très rarement qui sont réellement amenés à l'ANR. Avant, vous aviez des gens qui étaient arrêtés à Goma et qu'on transférait ici, qui restaient ici pendant longtemps. Les gens ne savaient pas où étaient ces gens-là. Donc, nous ne sommes plus dans ce cas de figure. Vous-même, vous le savez, il y a des gens qui ont été arrêtés ici, dans des taxis, amenés dans des destinations que personne ne pouvait savoir. Donc, tout ça a changé. Donc, ça, c'est positif. Ça, c'est du positif. Maintenant, il faut s'assurer que cela ne revienne pas. Et pour le faire, il faut que ces acquis-là soient consolidés et renforcés. On ne peut pas dire aussi que tous les cachots sont fermés, parce que quand vous pouvez le dire si vous avez connaissance, un cachot secret, oui. Et il est secret. Donc ça veut dire que nous ne connaissons pas l'existence de ce cachot-là. Nous nous réjouissons de cette mesure qui a été prise de donner la fermeture de tous les cachots secrets, mais nous ne pouvons pas aujourd'hui parler de l'effectivité de cette mesure, parce que nous n'avons pas accès à tous les cachots qui sont gérés par les services de renseignement et qui ne sont pas sous supervision judiciaire. Donc c'est un peu un point sur lequel nous continuons à travailler, mais de notre connaissance, nous avons pratiquement pas de cas, ou très peu de cas, de personnes détenues au secret ou détenues par les services de renseignement, comme c'était le cas avant. Monsieur Abdoulaziz Thioye, dites-nous, entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, qui peut être considéré comme les champions des droits de l'homme? Il est très tôt pour tirer une conclusion, parce que le nouveau président vient d'arriver, il a fait une année, donc l'ancien président était resté quand même un certain nombre d'années, une présence beaucoup plus longue à la tête du pays. Je pense que la comparaison elle est très prématurée, donc je ne pourrais pas entrer dans ce niveau de comparaison. Ce que je devrais dire, c'est qu'on a vu des éléments très encourageants, et ça, nous nous en réjouissons et nous encourageons à continuer dans cette direction-là. Je pense que c'est ça que je peux vous dire. Il y a un phénomène dans nos villes, principalement ici à Kinshasa, cette délinquance juvénile qui se développe dans la ville. Les gens sont au jour le jour victimes de cette délinquance. Des gens, les mains sont coupées. Il y a même des femmes qui sont éventrées par ces délinquants qu'on appelle en lingala des kuluna. Il y en a qui pensent que quand la police s'attaque
à ces délinquants. On a eu l'opération du Kofi menée en son temps par le général Kanyama. On a vu certains de ces délinquants disparaître carrément de la circulation. Le peuple a applaudi, ah on est en paix. Mais on a vu les organisations de défense des droits de l'homme monter au créneau, non, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, il ne faut pas ça, ainsi de suite. Finalement, le peuple dit, mais pourquoi ces gens de droits de l'homme, quand on nous tue, quand on nous agresse par ces Koulouna, ils ne montent pas au créneau. Mais quand la police se charge de ces enfants, finalement, on les voit venir parler. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui à la population en ce qui concerne cette situation? Écoutez, vous avez bien dit, c'est un phénomène de criminalité urbaine. C'est un problème de délinquance. Et les problèmes de délinquance ont une origine. Il faut, dans tous les pays, vous avez des sociologues et des anthropologues qui essaient d'analyser des faits de société et essaient de comprendre le pourquoi. Pourquoi vous avez des Koulouna, pourquoi vous avez des Chegué, en réalité. Je ne pense pas que le tout répressif puisse permettre de mettre fin à ce phénomène de banditisme ou de criminalité urbaine. Vous pouvez regarder dans tous les pays du monde. Vous avez des pays où les polices sont les mieux équipées au monde. Mais vous avez, à l'inverse, des groupes, des délinquants qui sont aussi comment dirais-je, sophistiqués en termes d'équipement aussi et de criminalité que la police. Donc, le problème n'est pas la répression. Le problème, il faut essayer d'adresser, comprendre les causes de cette délinquance et essayer de les adresser. C'est la pauvreté extrême. C'est la pauvreté extrême. C'est la même chose chez moi. C'est la même chose en France. C'est la même chose aux États-Unis. C'est la même chose partout. Dans tous les pays du monde, vous avez une délinquance juvénile et vous avez une criminalité urbaine très très violente qui s'attaque, qui ne distingue pas le journaliste qui sort de son travail le soir, qui ne distingue pas le défenseur des droits de l'homme qui les défend, qui dit effectivement, qui rappelle les principes, qui dit ces individus-là ont des droits. Évidemment, tout le monde, on ne peut pas mettre tout le monde dans le même paquet parce que ce qui s'est passé, c'est que des gens ont fait des rafles dans les quartiers et des gens ont disparu. Donc, à ce jour, il y a des gens qui ont disparu, dont les familles ne peuvent pas vous dire ce que sont devenus ces individus-là. Et ils ont vu des individus armés venir les chercher, et ces gens, on ne les a plus jamais revus. Mettez-vous à la place de ces parents qui, aujourd'hui, un matin, ont vu des gens venir prendre quelqu'un chez eux, sous prétexte qu'il est Koulouna, qu'il est Chegué. Et si on vous a dénoncé parce que votre voisin ne vous aime pas, ou simplement vous êtes victime d'une dénonciation calomnieuse, vous aurez disparu. Vous aurez vous aurez perdu la vie, vous avez disparu, vous serez privé de vos droits, et on saura peut-être 10 ans ou 15 ans après que finalement vous avez accusé à tort. Ça ne devrait pas se passer comme ça, encore une fois. Nous ne pouvons que condamner la violence de la part de ces individus-là qui s'attaquent à d'autres citoyens pour arracher leurs biens, avec une violence inouïe, elle est condamnable. Mais aussi, ce que nous pouvons dire, c'est qu'en réalité, il faut adresser les racines du problème. Il faut aussi que ces gens-là puissent être arrêtés, mis dans des conditions pour une resocialisation, et les resocialiser en vue de leur intégration future dans la communauté. Mais si vous les amenez en prison, ils ont 10, 15 ans, 16 ans, vous n'avez aucune structure de resocialisation, d'humanisation, ces gens-là, ils reviennent, ils vont s'endurcir en prison, vous les relâchez au bout de 10 ans, ils deviennent de plus grands délinquants encore. Ils ont le temps en prison de peaufiner des stratégies, de bâtir des solidarités, de se constituer en gang et de pouvoir continuer à faire ce qu'ils avaient à faire. Ça, c'est connu. Voilà, on va peut-être terminer par là. Quelqu'un qui est victime de violations des droits de l'homme aujourd'hui, devrait-il saisir le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme ou la Commission nationale des droits de l'homme? Elle devrait saisir à la fois, ça dépend. C'est la Commission nationale des droits de l'homme et nous la soutenons. C'est une institution nationale indépendante, une institution de promotion de la démocratie qui est créée par la Constitution, qui a un rôle très clair, qui reçoit des plaintes. Elle en reçoit beaucoup. Et nous les aidons à pouvoir arriver à un niveau de traitement de ces plaintes-là, de manière à pouvoir apporter les solutions nécessaires. Nous recevons, nous, de notre côté également, dans le cadre de notre mandat, nous documentons une situation. La personne peut
ce que je devrais conseiller à tous, c'est qu'effectivement, oui, il faut aller vers la Commission des droits de l'homme. Partout elle est présente, partout elle existe pour réellement faire valoir ses droits. Nous avons un mandat qui ne va pas empêcher la Commission de travailler et vice-versa, parce que nous nous renforçons les uns et les autres. Et le jour où nous ne serons pas là, la Commission nationale devrait être en mesure de pouvoir faire le travail que nous faisons. Donc nous avons un mandat qui est beaucoup plus large, qui nous est conféré et qui est accepté par le pays. Nous avons une observation, une analyse de la situation globale. Donc nous ne faisons pas seulement que collecter des informations ou recevoir des plaintes, parce que nous ne recevons pas directement souvent beaucoup d'individus. Les individus nous sont référés par des ONG ou quelquefois par la Commission ou d'autres. Donc ils peuvent saisir la Commission ou indépendamment venir nous voir, ça dépend. Pas de problème. Abdulaziz Thioye, directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Estimez-vous que notre invité a dit la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Si oui, faites-le nous savoir. Sinon, faites-le nous savoir également. Nous lui ferons parvenir vos réactions. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement.